Aurélie, bonjour. Bonjour Benjamin, Ça va? ça va très bien. Hop, ça va très bien. Bon. Excusez-nous, je récupère les feuilles. Donc on est là pour parler un petit peu de ton expérience. Oui. Et donc la première question qui va venir de suite, c'est toi, qu'est-ce que t'évoque l'éveil spirituel, l'éveil de conscience? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors moi, ça m'évoque tout de suite l'éveil selon ce qui en est dit dans les traditions, surtout les traditions orientales. D'accord. Parce que depuis longtemps, en fait, je suis reliée à ces traditions-là, surtout la tradition du yoga, la tradition hindoue et la tradition bouddhiste. Et en fait, ça m'a beaucoup imprégnée. D'abord, ça m'a très vite parlé. C'est pour ça que ça fait longtemps que j'y suis reliée, c'est que ça m'a appelée, ça a vraiment résonné en moi, fortement, et à plusieurs niveaux. Et du coup, voilà, pour moi, directement, le mot éveil, ça m'évoque ça. C'est-à-dire, ce qui est pour eux l'éveil, c'est-à-dire la libération totale de la souffrance, Ouais. la libération de la conscience duelle, c'est-à-dire de la dualité, sortir de la dualité, Ok. tout en sachant que l'état d'éveil et l'état de dualité, en fait, coexistent. C'est-à-dire on peut être dans l'un et puis on fait quand même partie de la vie si on est incarné ici. On est dans l'un mais on est aussi dans l'autre. Donc ça s'exclut pas. On n'est pas soit éveillé, soit complètement voilà, Ouais. endormi dans l'illusion. Ah ouais. Mais il y a quand même cette notion que quelqu'un qui vit l'éveil, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est libéré de la souffrance. Voire, alors pour eux, pour ces traditions-là, c'est quelqu'un aussi qui s'est libéré du cycle des réincarnations dans ce monde-là, dans ce monde de dualité. D'accord. Et donc, en fait, donc moi, ça m'évoque ça, cet état auquel on peut arriver, soit en cheminant, soit parce que parfois, ça peut arriver spontanément. Mais bon, pour moi, je le vois, je le ressens plutôt comme un chemin d'évolution qui peut éventuellement aller vers ça. D'accord. Et donc, ça m'évoque aussi ce chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le chemin vers l'éveil? Et quel chemin on fait quand on arrive à l'éveil, en fait? Donc ce fil conducteur quand même qui est de sortir de la souffrance. Oui, pour moi, ça, c'est super important. Et ça, c'est propre donc à ce qui te fait sens avec Oui. toutes ces cultures que tu disais. Ouais, complètement. Mais après, propre à toi personnellement, avec le recul que tu dois avoir aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment... Alors moi, c'est sûr, c'est vraiment ça qui me parle. C'est-à-dire, moi, dans mes expériences et dans mon chemin personnel où je cultive l'éveil, l'esprit d'éveil, Ouais, c'est vraiment une motivation moteur. d'accord. Se libérer de la souffrance. Parce qu'en fait, depuis que je suis petite, en fait, alors j'adore la vie, j'aime beaucoup la vie, mais j'ai toujours eu ce sentiment, et pour moi c'est une conscience, mais bon, on va dire c'est peut-être un filtre, une perception, que vraiment la condition humaine, elle est quand même une condition de souffrance. C'est-à-dire, et c'est ça qui m'a rapidement interpellée chez les bouddhistes, c'est que eux ils commencent leur philosophie par ça, les 4 nobles vérités, c'est-à-dire, bon, t'es là en tant qu'être humain, tu es déjà sûr d'être confronté à telle et telle souffrance. Enfin, voilà. Et ça, moi, ça a toujours été très présent en moi. Et du coup, assez tôt, j'ai eu comme ça un espèce de fil conducteur de, bon, mais qu'est-ce qui peut alléger, transformer, guérir cette souffrance? Comment on peut faciliter les choses? Aussi parce que j'ai un terrain hypersensible à tous les niveaux, sensoriel, émotionnel, psychique, spirituel. Donc cette intensité comme ça tout le temps De ressenti. Ouais, voilà, des ressentis font que il y avait vraiment certains moments dans ma vie où je me disais mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible de vivre comme ça en fait. Ouais. Tu profites pas de la vie, en tout cas, t'as l'impression que ça t'amoindrit, alors que tout est plus intense, mais moi j'avais quand même l'impression que
ça amoindrissait quelque chose que je pressentais, qui était beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, et qui pour moi était la vraie vie. Donc j'avais toujours l'impression d'être un peu... de pas être pleinement dans ce qui était la vraie vie que je pressentais. Et donc ces philosophies-là m'ont vite parlé. Et puis ben voilà, il y a eu des synchronicités, des rencontres, des rencontres donc avec des personnes, mais aussi avec des maîtres spirituels de ces lignées-là, de ces traditions-là. Et en fait là, je me suis dit, mais voilà, en fait, quand les premières fois où j'ai rencontré des grands maîtres, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je pressentais. Et eux, ils y sont, en fait. Mais tu vois, c'était pas, moi, j'étais pas du tout dans une famille branchée sur tout ça, enfin, donc j'avais pas tellement les mots à l'époque pour m'expliquer ce que je ressentais. Par contre, c'était une évidence, c'est-à-dire, ah voilà, eux, ils sont là où j'ai envie d'être, en fait. D'accord. Et alors en fait, dans mon parcours personnel, je me rappelle comme ça d'expériences clés. Je dirais que la première expérience qui était vraiment, qui évoquait vraiment ça, je devais avoir 7 ans, celle que je me rappelle en tout cas. Et en fait, j'étais en haut de la montagne de Artsamendi, au-dessus d'Itsasu, là, au Pays Basque. Okay. Et j'étais avec ma famille, on était allé se balader un dimanche. Et en fait, moi, je suis partie comme ça un peu plus loin toute seule et je me suis allongée sur un rocher. Il faisait soleil, il y avait des vautours qui étaient pas très hauts au-dessus de moi. Et en fait, là, je suis vraiment rentrée dans un état autre que mon état ordinaire. Et comme j'avais 7 ans, que en plus, enfin voilà, on parlait pas de tout ça et puis ça, c'était très naturel. Moi, je l'ai vécu très naturellement. Mais c'est après, avec l'expérience, le recul, après ce que j'ai étudié, etc., que je me suis dit, ben là, j'ai vraiment vécu une expérience mystique, où j'étais le tout, en fait. Je sentais, mais là, c'était plus que je sentais, c'est j'étais le tout. Et il n'y avait plus de temps, plus de séparation, plus de forme. Et c'était en même temps, c'est ça qui est bizarre, en même temps, j'étais pas un être séparé, donc c'est comme si j'existais pas en tant que moi, quoi. Et en même temps, c'était un bonheur absolu. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai entendu ma mère qui me cherchait, qui m'appelait. Et puis c'est comme si je me réveillais, que je revenais à moi, mais pourtant je savais que je dormais pas. Et je me rappelle, moi, qui étais un peu craintive, je voyais les vautours qui étaient vraiment pas très hauts au-dessus de moi. Et au lieu d'avoir peur, en fait, c'était un bonheur de les voir, d'être avec eux. Et puis bon, j'entendais de plus en plus ma mère m'appeler, donc je me suis relevée, je suis repartie. Et je me rappelle que je me suis dit, mais c'est bizarre, c'était pas ces couleurs. Il y avait pas ces couleurs, puis j'étais pas là, en fait. Enfin, bon. Et bon, après, bah, ça s'est passé très spontanément, donc j'y pensais plus forcément. Mais à plusieurs moments dans ma vie, je suis revenue à cette mémoire-là. D'accord. Et puis à peu près à la même période, à peu près à cet âge-là, ma grand-mère est décédée, la mère de mon père. Et voilà, je me rappelle aussi, donc je me rappelle quand mon père me l'a annoncé. Et puis, je me rappelle le soir, les nuits qui ont suivi, où à certaines nuits, ma grand-mère était là à côté de moi, au-dessus de mon lit. Tu la voyais ? Je la voyais, je la sentais. Et en fait, pour moi, c'était toujours cet état un peu d'inconscience, c'est-à-dire que on m'avait dit qu'elle était morte, je le savais, mais en même temps, pour moi, j'avais pas vécu de mort autour de moi avant ça, donc je savais pas trop ce que c'était. Et puis surtout, la nuit, ma grand-mère, je la voyais, elle était avec moi, et puis elle allait bien, quoi. Enfin, ça allait bien. Et du coup, c'était un peu bizarre pour moi parce que à l'enterrement, je voyais ses enfants, c'est normal, qui étaient extrêmement tristes. On a été l'embrasser dans son cercueil. Et je me rappelle de ce sentiment un peu perplexe, quoi. Mais alors donc, elle est là, elle est toute froide dans le cercueil, je la sens. En même temps, la nuit, je la vois. Donc, elle est ailleurs, mais elle est quand même là. Donc, en fait, pourquoi on l'enterre, pourquoi on pleure, enfin, voilà, je me rappelle de ça, tu vois. Et puis après, voilà, dans mon parcours, si je prends les grandes lignes, ensuite, quand j'ai eu 15 ans à peu près, mon père a eu une première maladie, un premier cancer. Et une de ses sœurs qui pratiquait beaucoup le yoga
a commencé à lui envoyer des livres pour l'aider en fait, pour le soutenir dans sa maladie et lui donner une vision justement un peu spirituelle de la maladie et puis des solutions possibles. Et donc elle lui envoyait ces livres-là, lui il les rangeait de côté et puis en fait moi j'allais les chercher et j'ai commencé à les lire. Okay. Et là aussi quand j'ai commencé à lire ça, je me rappelle le premier c'était Enquête sur l'existence des anges gardiens de, comment il s'appelle, Pierre Jovanovic, je crois. Et donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah mais voilà quelqu'un qui vit comme moi, en fait. Je me sentais chez moi et ça me donnait de la joie, de l'enthousiasme. Effectivement, j'avais cette impression de partager quelque chose que je ressentais dans les mots de quelqu'un d'autre qui décrivait ce qu'il vivait et tout ça. Et donc, bon, ben, là, c'est comme si j'avais commencé à conscientiser vraiment, et surtout par la lecture, à lire des choses, et donc à mettre des mots, et à comprendre des notions, à me rappeler de notions, puisque moi aussi, j'avais cette impression de plus me rappeler plutôt que d'apprendre, à ce moment-là, en tout cas. Et puis, donc, mon père a guéri de sa première maladie. Je ne sais plus comment j'ai commencé à avoir un élan pour poser mes mains sur des gens qui avaient mal quelque part. Je me rappelle notamment d'enfants, d'amis de mes parents ou d'amis. Et donc me venaient les premières expériences conscientes de, bah, effectivement, si je pose mes mains, je sens qu'un fluide passe, je me mets à voir à l'intérieur du corps de la personne. Donc je me rappelle par exemple d'une fille qui avait un problème au coude, elle avait été opérée d'un kyste au coude, et quand je posais mes mains sur son coude, je voyais l'endroit du kyste, je voyais les os, le sang, etc. Et puis me venaient des choses que j'avais envie de dire. Je lui avais dit, mais le soin se fait, mais cette nuit, tu vas avoir un moment de douleur, ne t'inquiète pas, parce que demain, par contre, tu auras plus mal. Et effectivement, ça se passait. Donc, comme ça, il y avait quelques personnes qui me rappelaient, qui me disaient, bah, oui, effectivement, ce que tu m'avais dit, c'est passé, et effectivement, ça va mieux. T'as commencé à l'âge de 15 ans à commencer à faire des soins, là? Oui. À 15 à ans? peu près à 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, parce que c'est le moment où mon père avait été malade, j'avais cet âge-là. À peu près, j'étais au lycée, okay. Ouais. Et donc, dans la continuité de ça, alors, oui, le lycée, ça me fait penser que... Mais tu vois, je vivais ces trucs-là, mais pour moi, c'était vraiment pas... C'était même pas source de questionnement. Enfin, c'était à moitié inconscient, en fait, tu vois. Ça te posait pas de problème, en tout cas? Non. Ouais. Et c'était très, très mélangé au reste, enfin, bon... Et le lycée, je me souviens, il se passait comme ça, toujours des trucs un peu particuliers, mais moi j'en rigolais en fait. Je me souviens qu'il y avait un hypnotiseur qu'on était allé voir pour que mon père arrête de fumer. Et à la fin, il avait dit à mes parents, bon, mais par contre, j'aimerais bien voir votre fille, mais moi j'avais rien. Et donc en fait, il m'a dit, bon, je t'ai fait venir dans mon bureau pour te dire que... Et puis là, il m'a balancé plein de trucs sur l'hypnose, les sorties astrales, il m'a raconté plein de trucs, il m'a fait faire des expériences où il se mettait à l'autre bout de la pièce et il me poussait comme ça, juste énergétiquement, et moi je tombais en fait, tu vois, donc... et puis hop, moi je sortais de son bureau, et puis bon, on continue avec mes parents, on rentrait chez nous, tu vois, je le vivais comme ça en fait. C'est super. T'as pas été traumatisé par ça, c'est bien? Jusque-là, non. Ouais, ok, vas-y, je t'écoute. Et puis oui, par exemple au bac, je me souviens, je te raconte ça parce que c'est drôle. Je m'étais dit, voilà, la géo, j'ai pas envie de bûcher. Qu'est-ce qui va tomber en géo? Et puis paf, j'ai vu l'Europe. Et pour moi, c'était sûr. Ah bah donc c'est l'Europe qui a tombé. Effectivement, c'est l'Europe qui a tombé. Donc il se passait des trucs comme ça. Et puis, donc la dernière année de lycée, en terminale, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai été en couple pendant 15 ans. Et cette personne-là, sa mère était prof de yoga, elle était médium, elle communiquait avec les animaux. Et donc, je me rappelle aussi, tu vois, en fait, c'est des trucs qui me font rire. Je me souviens que quand je l'ai rencontré, quand je l'ai rencontré lui, au bout d'un moment, il m'a dit, bon, Aurélie, il va falloir que je te parle de ma mère.
lui, je sentais que c'était un sujet, voilà, où il se demandait un peu comment j'allais réagir. Et en fait, ben moi, tout de suite, ça m'a emballé. Enfin, j'avais l'impression, là aussi, complètement de comprendre. Même si moi, dans ma famille, c'était pas, on vivait pas comme ça, quoi. Mais tout de suite, j'ai eu cette impression de comprendre. Et donc là, voilà, d'autres expériences du coup ont eu lieu parce que, par exemple, elle travaillait avec le pendule et elle m'a proposé de faire des expériences au pendule. Donc j'ai commencé à sentir plus précisément comment l'énergie pouvait être orientée avec le pendule, ce qu'on pouvait en faire, les états un peu d'état de conscience un peu modifiés. Bon. Donc il y a eu ça qui a été important aussi. C'est ce contexte, je veux dire, tu vois, voilà. Où eux, ils étaient, enfin surtout elle, mais du coup ses enfants étaient ouverts à tout ça. Pour eux, tout ça était normal, quoi. La question de la mort, elle parlait avec les défunts, elle recevait des messages qu'elle pouvait transmettre aux gens après. Donc même si, alors elle le vivait très librement, par contre, elle n'était pas forcément comprise ou prise au sérieux par l'environnement, tu vois. Mais pour moi, il n'y avait aucun doute que tout ce qu'elle vivait était réel, quoi. Je le partageais, enfin, je comprenais complètement. Et du coup, tu t'es orienté dans ce genre de métier après le lycée. Alors, Comment tu t'as évolué? quelque part, oui, c'était déjà présent, parce que après le lycée, donc en fait, j'ai fait un an de droit, je me suis aperçue que vraiment je me sentais pas à ma place, que j'avais pas ces cases-là en fait. Même si au début ça m'intéressait beaucoup, mais après ça me coûtait vraiment en fait moi. Et de travailler et de percuter dans les situations, d'imaginer ce qu'allait être mon rôle et tout. J'avais pas du tout l'impression que j'avais les compétences pour faire ça. Et donc je suis partie dans ce que j'aimais vraiment, qui était à l'époque la philo. Donc j'ai fait des études de philo, d'abord à Bordeaux, après à Toulouse. Et donc là, donc déjà, tu vois, la philo, c'est encore, on étudie les façons de penser, les auteurs. Donc je restais, en fait pour moi c'était resté beaucoup dans l'humain, dans l'esprit humain, on fait un peu de psycho, il y a de la philosophie politique, des religions, donc je crois que Tu voulais je connaître l'humain m'interrogeais, quand même ouais, dans sa profondeur, quoi. ouais, je m'interrogeais beaucoup sur ça en fait. D'accord. Et, et alors, bon ben ça m'intéressait beaucoup. Et puis c'est passé un autre événement pendant ces études-là, qui là a été pour moi un autre palier, on va dire, dans mon parcours d'éveil. C'est que dans ma promo, donc j'avais quelques amis avec qui j'étais tout le temps, enfin que j'ai connus là-bas, et il y avait une fille qui avait un compagnon qui de temps en temps venait avec nous à la fac, alors qu'il y était pas, mais de temps en temps il voulait écouter les cours, tu vois. Ouais. Et donc lui, il parlait de choses qui étaient quand même un peu surnaturelles, et notamment il parlait beaucoup de l'Afrique, de la magie africaine, et d'expériences que lui faisait, et puis il parlait beaucoup d'un cousin à lui qui faisait telle et telle expérience. Et donc c'était quand même des choses assez qui pouvaient paraître assez folles. Et en fait, en côtoyant, alors moi je me sentais pas forcément amie avec cette personne, mais il se trouve que oui, quand même on se voyait de temps en temps et régulièrement, puisque de temps en temps il venait à la fac, etc. Et donc, si tu veux, j'entendais parler de ces expériences-là. En même temps, il commençait de plus en plus, enfin c'est une continuité, mais il se passait des trucs quand même assez marquants. Pour te donner des exemples, par exemple un jour, je me réveille, je me lève, alors qu'il n'y avait pas cours à la fac. Il fallait absolument que j'aille à la fac et que je passe par tel et tel arrêt de bus. J'y vais, et là, sur un des arrêts de bus, je trouve une des copines qui faisait partie de cette bande. Puis là-bas, on en retrouve deux autres. Et en fait, on n'avait aucune raison de venir à la fac ce jour-là, à ce moment-là. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait tout eu le lieu et l'heure d'un endroit où on devait être.
et où on s'est retrouvés toutes les 4. Et si tu veux, c'était des petites choses comme ça. J'avais ma colocatrice qui faisait partie de ces copines-là. Par exemple, elle s'est mise à... Elle a fait l'expérience d'éteindre la télé à distance par ça, juste en y pensant. Tu vois, des choses quand même particulières. Moi, je rentrais chez moi, je voyais cet homme dont je te parle, qui était chez moi, mais dans l'éthérique. Mais il était chez moi. Donc, en fait, je voyais son corps astral. Et c'était de plus en plus présent, des phénomènes comme ça. Et parallèlement à ça, je me sentais de plus en plus mal. C'est-à-dire des crises d'angoisse, des insomnies, des impressions d'être suspendue dans le vide. Alors autant, quand je te parlais de l'expérience Art Samandi, j'étais le tout, donc j'étais plus moi, mais c'était un bonheur absolu. Autant là, j'étais suspendue dans le vide, j'étais plus moi, mais c'était une sensation horrible. Et vraiment, là, c'est le truc que je ne peux jamais vivre. Quoi. Tu te sentais emprunté. Emprunté, ça veut dire quoi pour toi? Emprunté, tu n'es plus toi, quoi. Ouais, j'avais quand même... Oui, c'est vrai, j'avais cette sensation. T'es plus là, quoi. Ouais, enfin, dans le mauvais sans sens être là, du terme. Ouais, voilà. C'était de la souffrance, vraiment. Et là, j'ai commencé à sentir vraiment ce que c'était que la souffrance psychique. Et voilà, il y a des choses qui étaient encore bizarres, c'est-à-dire que d'habitude, moi, quand je travaillais, je lisais une feuille, je m'en rappelais. Et là, je restais des heures et des heures devant mes textes et rien ne rentrait. C'est-à-dire, j'avais l'impression de recevoir l'information et puis ça partait de moi, ça allait ailleurs comme ça. Mais j'avais vraiment cette sensation que ça rentrait en moi et ça sortait de moi comme une fuite. Et à un moment donné, j'ai eu comme un rejet de cette personne. Et bon, enfin, je sais pas si c'est trop l'endroit de raconter tout ça. Parce que ça, tu vois, là, les informations me reviennent, mais je sais pas si c'est très approprié, en fait. Peut-être je peux faire court par rapport à ça. Parce qu'il y a eu tellement d'expériences surnaturelles, en fait, que ça, j'ai envie de les raconter. Et donc, c'est par rapport à cette personne. Et par rapport à cette personne. En fait, si tu veux, lui m'a montré que des choses complètement surnaturelles existaient. Et des capacités du corps, notamment l'ubiquité, le fait de se projeter dans l'astral et de se rematérialiser ailleurs, alors qu'il était déjà à un endroit et que j'avais la preuve qu'il était à cet endroit-là, donc il ne pouvait pas être là où je le voyais, mais c'était vraiment lui. Et moi, tout ça, j'avais pas de culture de tout ça. Donc en fait, par contre, j'ai une vue assez aiguisée, perspicace, donc je savais ce que je voyais. Par contre, je pouvais pas l'expliquer, j'avais pas la culture. Donc quand je racontais ça autour de moi, il y en a qui ont commencé vraiment à s'inquiéter, quoi. Mon père m'a dit, bon là Aurélie, tu pédales dans la choucroute, t'es en train de vriller vraiment. Mais moi je savais que c'était réel ce que je percevais. Heureusement pour moi, j'ai une amie dont un de ses copains, son père était chaman. Et elle, qui s'inquiétait pour moi, en a parlé à cet homme, qui lui a dit tout simplement mais tout ce que vous dit Aurélie, c'est vrai, ça existe. Voilà, on n'en parle pas forcément, nous, dans notre culture, mais tout ça est très, très simple et réel, ça existe. Et comme elle me l'a répété, ça m'a rassurée, en fait. Donc, ça m'a fait vachement de bien que quelqu'un dise, mais c'est tout à fait normal, en fait. Mais, quand même, je me sentais très mal. Et donc, j'ai fait le choix, j'ai exprimé à cette personne-là et à son ami que je préférais couper les ponts, couper la relation. Et puis après, voilà, j'ai eu des synchronicités en fait que j'ai rencontré des médiums à qui je ne parlais pas du tout de ça, mais qui m'ont dit, voilà, en fait, pendant au moins 2 ans, on a travaillé sur toi dans ce qu'on appelle la magie noire. Et elles m'ont expliqué avec plein de tenants et d'aboutissants ce qui avait été fait sur moi. Donc, d'un côté, moi, si tu veux, j'avais pas besoin de me dire c'est vrai ou c'est faux, parce que en plus, étant dans ces études de philo où tu étudies plein de pensées différentes, plein de façons de penser, j'avais pas c'était pas une vraie question pour moi de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Par contre, je savais que j'avais été très mal et que d'une façon ou d'une autre, il fallait absolument que je trouve des moyens de remonter parce que je me sentais m'enfoncer vraiment. Et c'était très douloureux. Donc, et quand tu avais coupé les ponts, ça allait mieux après? Il a fallu du temps. En fait, à partir du moment où j'ai coupé les ponts, il m'a fallu, je dirais, 3 mois pour récupérer. Mais pendant ces 3 mois, tous les jours, je méditais
je priais, j'envoyais de l'amour à cette personne, je travaillais sur le pardon, augmenter ma conscience. Ensuite, j'ai lu donc des notions sur le karma, que voilà, les choses sont, enfin les événements sont le fruit de causes et de conséquences, et que si je vivais ça, c'est que ça m'appartenait aussi. Donc en fait, tous les jours, j'ai travaillé sur moi, n'ayant pour l'instant aucune culture sur ça. Je commençais le yoga à l'époque. Et c'est vrai que ça m'a donné des clés, parce que je me rappelle que je lisais un petit bouquin où il disait, quand vous avez des difficultés psychiques, et notamment qui peuvent être liées à d'autres énergies, etc., psalmodier intérieurement le Om. Et donc je me souviens, à part le soir, et puis après dès que je me couchais je le faisais, à l'intérieur de moi je faisais le Om, et pendant super longtemps, jusqu'à m'endormir, tu vois, en me disant voilà, je libère, je transforme, je guéris. Mais je pense qu'il m'a fallu bien 3 mois pour revenir à peu près normal, tu vois, pour me ressentir une vitalité normale, une concentration normale, parce que je pouvais absolument plus me concentrer, à tel point que ma licence en juin, c'est la première fois de ma vie que sur un examen j'ai rendu copie blanche. Je pouvais même pas réfléchir en fait. J'avais des crises d'angoisse qui me montaient comme ça, même en examen. Donc, j'ai pas terminé de passer mes examens et je les ai pas eus en juin. J'ai travaillé sur moi tout l'été. En septembre, j'ai bûché mes examens et là, ça allait mieux parce que j'ai pu les avoir au rattrapage. Et j'ai décidé, je pars de Bordeaux, je pars à Toulouse. Il faut vraiment que je coupe avec ce contexte où il s'est passé tout ça. Et donc, je commençais le yoga. Et si tu veux, pour moi, cette expérience-là, c'est une des clés dans mon parcours d'éveil. Parce que d'abord, je pense que j'ai touché un endroit de mon âme où il y avait une vraie blessure, qui peut être une blessure karmique, hein, quelque chose que j'avais à transformer dans mon âme, en fait. Hein. Donc, c'était un passage obligé. Et puis, c'est comme si ça m'avait poussé à travailler. Là, en fait, j'avais pas le choix. Il fallait que je mobilise mon esprit, ma conscience, et que je travaille sur moi. Et que j'aille chercher les informations, la connaissance, que j'active ce qui était des capacités en moi, des forces, mes ressources. Et donc pour moi, là, il y a eu un cap, vraiment. Et donc je suis allée après à Toulouse étudier. J'avais donc déjà commencé le yoga dans une association, et là, pareil, je me sentais complètement chez moi. J'avais l'impression de faire... Déjà, en fait, j'avais l'impression d'être dans ce qui était l'essentiel dans ma vie. Mais alors que c'était le début, tu vois. Et donc à Toulouse, donc j'ai déménagé à Toulouse. Donc je continue les études de philo et en même temps je fais une formation de danse dans une école de danse. Et là, dans cette école de danse, parmi tous les cours, il y avait un cours de yoga. Donc je vais aussi à ce cours de yoga. Là, pareil, c'est quand je suis dans ces cours de yoga, je me dis mais c'est vraiment le sens de ma vie. Là, j'ai vraiment l'impression de vivre et d'aller à l'essentiel de à quoi, enfin, tu vois, j'allais dire à quoi ça sert une vie humaine. Enfin, qu'est-ce qui... Toi, en tout cas, qui te parle complètement, Ouais. Et qui te fait vibrer et qui te... Ce dont j'avais besoin, je Ouais. pense. Peut-être par rapport à mes blessures ou ce que j'étais avant, ou j'en sais rien. Ouais. Et donc là aussi, ça a été important parce que cette rencontre avec ce prof de yoga, en fait, là aussi, ma conscience a encore grandi. C'est-à-dire, il m'a fait percevoir des choses de la conscience que soit je percevais pas avant, soit j'avais oublié. Et donc pour moi, là aussi, il y a eu un passage. Et donc voilà, le yoga continue à faire partie de ma vie, mais c'était surtout la philo et la danse. Bon, il y a eu des circonstances aussi assez incroyables qui ont fait que mes examens à la fac de maîtrise n'ont pas été reconnus parce que j'étais inscrite sous un mauvais numéro d'inscription. Parce que le jour de l'inscription, il y avait une grève au Mirail, et c'était des étudiants sympas, bénévoles, qui nous inscrivaient, tu vois. Et en fait, j'ai été inscrite sous un mauvais numéro, donc mon année de fac n'a pas été validée, de maîtrise. Et là, pour moi, j'avais plus envie, en fait. Il fallait que je reparte pour refaire une année, et j'avais plus le jus,
Et j'étais de plus en plus attirée par la philosophie orientale, puisque moi, la fac, c'était la philosophie occidentale, que j'aimais beaucoup, mais je sentais que j'avais toujours envie d'aller ouvrir vers l'Orient, en fait. Et c'était pas le cas, enfin, c'était pas le cadre. Donc j'ai décidé de pas continuer, de pas refaire une année de maîtrise. Et là, on m'a proposé de travailler dans une école de cirque. Donc pendant peut-être 3 ans, j'ai travaillé dans cette école de cirque, où ça me permettait de vivre ce que j'adorais, qui était la danse. J'ai été un peu formée au cirque pour pouvoir donner des cours aux enfants. Et puis j'ai continué la formation de yoga avec ce prof que j'avais rencontré à Toulouse. Et donc là, pendant la formation donc, de prof de yoga, il y a vraiment eu d'autres expériences. Notamment, j'ai vraiment soit découvert, soit retrouvé l'expérience de la méditation profonde en fait. Et là aussi, une fois après avoir vécu ça, c'était, tu vois, c'est à ce moment-là où l'expérience de la méditation profonde, je me suis dit ça sera toujours le repère dans toute ma vie. Ça sera vraiment ma ressource ultime. Et c'est là que je reviens à mon centre à chaque fois, quoi. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ça, j'avais peut-être 25 ans à l'époque, maintenant j'en ai 44, mais c'est toujours resté en fait. C'est toujours la même chose qui est ma ressource ultime. Et aujourd'hui, tu es prof de yoga donc. Et aujourd'hui, j'enseigne le yoga, ouais. Et c'est, en fait, je crois que c'est cette chose-là dont je te parle que j'ai à cœur de faire toucher du doigt aux gens qui viennent à mes cours. C'est cette dimension-là qu'on a à l'intérieur de soi, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, ça ne dépend de rien en fait. C'est toujours là à l'intérieur de nous et ça ne dépend de rien, d'aucune autre circonstance. Et donc, même si le yoga, il y a plein d'aspects, on travaille beaucoup les postures, les enchaînements, le souffle, l'énergie, etc. Mais pour moi, ce qui fait que mon moteur, que j'ai envie d'enseigner le yoga, c'est ces expériences-là de la méditation en fait. Et donc après cette formation de yoga, où j'ai assez vite finalement commencé à donner des cours, il y a eu, voilà, c'était comme un déroulement naturel. Il y a eu la rencontre avec le Reiki, donc la conscience de la méditation pour soigner. On est en méditation et par nos mains, l'état méditatif et l'énergie qui passe peut aller stimuler la guérison de l'autre et apporter des énergies, l'énergie de vie et de guérison pour l'autre. Ça a été super important, cette rencontre-là aussi, sur mon parcours. Donc, à partir de là, j'ai commencé aussi à soigner avec le Reiki, puis à initier des gens, à transmettre les initiations. Dans cette même lancée, avec mon copain de l'époque, on a décidé de vivre dans la forêt, une forêt qui appartenait à sa grand-mère, où on a construit un chalet en bois, sans électricité. Donc on avait un poêle à bois, on avait une source d'eau, donc on s'était fait quand même un robinet, une petite cuisine. Et donc c'était une cabane sur pilotis, comme ça, dans les arbres. Et pendant 1 an, on a vécu comme ça, dans la forêt, au contact de la forêt. D'accord. Ça aussi, ça a été une étape d'éveil, parce que... retour aux sources, entre guillemets. Voilà. La reliance, à la nature, en tout cas. Avec la nature, les végétaux, les animaux, le subtil de la nature, les plans subtils de la nature. Et dans cette lignée, il y a eu encore une rencontre avec des druidesses dans le nord de la France, donc des femmes qui vivaient vraiment la voie druidique et qui se consacraient à ça. Et donc qui nous ont transmis aussi certaines, alors comment on pourrait dire ça, certaines pratiques et certaines consciences du lien avec la nature, avec les esprits, qui ont fait que développer tout ce que je ressentais déjà. Là aussi, tu vois, ça a été une porte de plus, notamment dans la conscience des vortex, des portes énergétiques, des différentes consciences qui sont dans les différents mondes.
Et après ça, voilà, hein, vraiment pour faire les grosses clés, enfin les gros passages de mon parcours, je dirais qu'après ça, je me suis mise vraiment à faire ce que je pouvais avec ce que j'avais, c'est-à-dire soigner, initier, transmettre des choses que j'avais intégrées et qu'on m'avait transmis aussi. Et puis, il y a eu encore, oui, je dirais, il y a peut-être eu 2 autres portes qui se sont ouvertes en conscience, en fait, parce que je pense que tout est là, mais c'est devenu conscient. Il y a eu la communication avec les animaux, plus précisément. Et puis le chamanisme, vraiment, le chamanisme avec le tambour, les voyages chamaniques. Même si, tu vois, tout ça, c'est une continuité. Pour moi, en fait, je le vois comme des biais par lesquels la conscience explore la réalité, et puis surtout, des biais par lesquels elle peut apporter quelque chose qui fait qu'on peut vivre mieux. Tu vois, le fil conducteur, c'est toujours se libérer de la souffrance, pour moi. Ouais. Donc c'était encore des façons de soulager de la souffrance. Je crois que c'est vraiment ça, mon fil conducteur. Et donc les animaux, par exemple, ben, c'est parce que ma belle-sœur de l'époque était vétérinaire, et elle s'occupait surtout de chevaux de course. Et puis il y avait certains chevaux, physiquement tout allait bien, au niveau du comportement, tout ce qui peut leur être apporté comme soin, ça débloquait pas, et il y avait des comportements qui étaient incompréhensibles et qui étaient dangereux ou maladifs. Et donc un jour elle me dit, écoute, j'aimerais bien qu'on essaye avec le Reiki, qu'on travaille ensemble. Et en fait, en faisant du Reiki sur un cheval, je l'ai entendu me parler. J'ai vraiment entendu qu'il me disait des choses très précises. Moi, c'était des infos que je comprenais pas forcément parce qu'en plus, je connaissais pas ce monde-là. Donc, par exemple, l'animal me montrait, mais c'est comme si vraiment il me parlait, mais en fait, c'est moi, c'est mes mots qui traduisaient ça. Et en même temps, j'avais des images. Alors, par exemple, il me disait j'ai besoin de manger telle chose. Et il me montrait une espèce de bol avec des céréales chaudes qui fumaient, ce qui me parlait pas du tout. J'imaginais pas un cheval manger un truc comme ça, mais mon positionnement, c'était d'être fidèle vraiment à ce qui venait. Et même si c'était très bizarre et que je passais pour une folle, moi j'avais cette espèce d'engagement par rapport à l'animal. Je me disais, si jamais c'est vrai, il faut pas que je trahisse ces mots ou c'est ce qu'il veut dire. Et donc je disais, et donc là je me rappelle, le cavalier m'avait dit, mais il m'avait dit, ah oui, d'accord, il a des goûts de luxe. Oui, oui, ça existe. C'est du mâche. C'est un type de céréales qu'on fait cuire. Et effectivement, en général, ils le mangent tiède. Mais c'est très rare qu'on leur fasse ça, quoi. Et donc il a fait savoir, l'animal, que lui, ça lui faisait du bien. Il avait besoin de ça. Donc le cavalier avait accepté. Et donc il y a eu plein d'anecdotes comme ça où je me suis aperçue que c'était réel et c'était extrêmement simple, en fait. Tu vois ? Il n'y avait rien. En fait, moi, j'ai jamais ressenti de côté spectaculaire à tout ça. C'est parce que vraiment. Ouais, c'est venu toujours naturellement, petit à petit, Ouais, on peut dire. ouais. Avec et puis en plus, pas forcément. Voilà, c'est Ouais, ça venu t'a jamais naturellement. perturbé plus que ça finalement. Alors en fait, ça m'a jamais perturbée par rapport à ma vie ou à ma pensée. Tu vois, je me suis pas. Non, ça Quelque m'a. part, c'était dans ton quotidien, quoi. Ouais, voilà. Par contre, ça veut pas dire que c'était facile. Ouais. Et c'est là que j'en reviens toujours à cette D'accord. notion de souffrance. Mhm. Et tu vois, là, maintenant, ça fait bah ouais, plus de 20 ans, quoi, en fait, que j'essaye d'aider avec tout ça. Et voilà, il y a encore des moments. Pour moi, maintenant, je me dis que ça fait partie du chemin, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il va y avoir certaines guérisons ou certains travails. Je sais que ça passe par une énorme charge dans tout mon corps, tous mes corps, que je vais pouvoir avoir un pic de déprime. Et en fait, j'ai compris que c'est comme si il y avait. En fait, c'est comme ça que je le vis, hein, je dis pas que c'est vrai, mais une absorption comme ça de plein de trucs hyper négatifs. Et à un moment donné, tout ça est transformé et la lumière jaillit et en fait, on passe un palier
Et c'est là que des guérisons se font, des trucs se débloquent, que ce soit pour moi ou pour les autres, en fait. Donc, moi, je me dis que sur mon chemin, je pense qu'il y en a, c'est pas le cas, mais c'est peut-être un karma, j'en sais rien. Moi, c'est pas exempt de souffrance, en fait. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que pour moi, c'est pas wouh. Oui, mais c'est bien, ça te permet de rester ancré, je pense. Voilà. Ouais, voilà, c'est bon. Et du coup, on va finir quand même. Je pense que tu nous as bien témoigné de toute ton expérience. J'ai eu besoin de te poser aucune question. C'est Je suis énorme. désolée. Mais non, c'est génial. Écoute, t'avais bien préparé ton Peut-être. interview. C'était pas ce que j'avais noté. Non, pour finir, par rapport à ton expérience, du coup, qu'est-ce que tu auras envie de passer comme message à tous les gens qui peuvent être dans cet éveil et qui peuvent avoir, notamment, je pense à ceux pour qui c'est plus dur, plus violent, ça arrive d'un coup et c'est perturbant. Voilà, pour tous ceux à qui c'est plus compliqué, qu'est-ce que tu auras envie de faire passer comme message? Alors, ce qui me vient, c'est que j'ai envie de leur dire que ces chemins-là, en fait, ils ont été déjà traversés par énormément d'êtres, énormément de personnes. Et que beaucoup de gens ont laissé trace de leur expérience, ont développé des enseignements, des connaissances, ont trouvé des ouvertures, des solutions, entre guillemets, et que, en tout cas, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment une aide. Donc déjà que ils peuvent se dire qu'il y a des chemins qui existent et qui fonctionnent juste pour moins souffrir, pour s'harmoniser et pour avoir des balises, des repères solides, en fait. J'aurais envie de dire ça, que voilà, il y a plein de traditions dans l'humanité qui sont vraiment des enseignements très riches. Et moi, je me rappelle plein de moments où, quand je vivais certaines expériences, j'allais lire dans des bouquins et j'avais les explications tellement riches, en fait, de ce que je vivais, et du coup, ça me relaxait. Et ça me faisait me dire, ah oui, donc en fait, ça fait partie de la vie humaine, et c'est ok. Donc là, c'est ça que je vis. Ah tiens, donc ça peut continuer comme ça, ou il peut y avoir telle ressource quand ça se passe comme ça. Il y a des ressources, quoi, voilà. Dans toutes les traditions spirituelles, et dont notamment, hein, j'y reviens, pour moi, la méditation, c'est vraiment, Ouais, c'est la clé. c'est vraiment une bénédiction. Une clé en tout cas. Ouais, c'est vraiment une clé. D'être tout simplement avec son esprit, avec soi, l'observer et laisser se révéler tout simplement cette ouverture qu'il y a. Alors moi, je dirais dans le cœur surtout, parce que c'est ce qui me parle le plus, et que c'est infini. Enfin, c'est vraiment une ressource énorme. Donc j'aurais envie de dire ça, qu'il y a vraiment plein de chemins, que plein de gens ont vécu ces expériences et qu'il y a des trésors d'explications, et pour se rassurer et pour avoir des balises dans les enseignements. Alors bon, je sais que quand j'en parle avec certaines personnes, il y a des gens qui disent oui, mais les enseignements, ça peut après être quelque chose de figé, qui devient quelque chose d'extérieur, et du coup, ça sert pas à la personne qui essaye de se retrouver elle-même. Oui, je peux le comprendre. Après, c'est pas mon expérience. Moi, les traditions spirituelles ont toujours été une aide. Ça m'a toujours donné des déclics vers moi-même. Ça m'a jamais sorti de moi-même, en fait. Et puis, oui, la deuxième chose peut-être que je voudrais dire, enfin, en même temps que ce que je dis pour le premier point là, je trouve que ça fait vraiment beaucoup de bien aussi de temps en temps de voir des maîtres spirituels éveillés. Même si c'est les voir de loin lors d'un rassemblement, ou se faire bénir, avoir un mantra, c'est des choses qui m'ont... Moi, c'est des souvenirs inoubliables, et c'est des choses magnifiques que j'emporterai avec moi, quoi. Que ce soit Ama, Sri Tatata, ou des grands maîtres bouddhistes, le Dalai Lama. En fait, l'impression que ça me donne, c'est qu'on reçoit une impulsion, une empreinte de quelque chose qui est tellement beau. En fait, on reçoit un peu une empreinte d'éveil. Alors les bouddhistes, ils disent un lien karmique avec
avec cet être éveillé. Donc ça fait partie de la même chose que les enseignements pour moi. C'est des aides. Et là, peut-être la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour moi, ce qui a été toujours très important, c'est d'avoir comme repère l'harmonie. C'est-à-dire, j'ai toujours recherché l'harmonie avec tout ce qui fait partie de mon environnement et de ma vie. Donc, même si parfois je suis confrontée à des situations ou des personnes avec qui il peut y avoir, on peut a priori avoir l'impression qu'il y a un fossé, en fait le plus important pour moi, c'est de cultiver la compassion et l'harmonie. Donc même si ce que je veux dire, voilà, le mot que je cherchais c'est ça, c'est l'inclusivité, par opposition à l'exclusivité, quand on exclut des choses ou qu'on est exclu. Pour moi, ça c'est vraiment essentiel. Donc rester ouvert. Oui. En gros. Ne pas rester enfermé dans des pensées ou des... Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, pas être enfermé. Et il y a des moments où on a cette impulsion de... Enfin, c'est le propre de l'ego même. On s'enferme sur des pensées ou des situations ou des conforts ou des sentiments. Hein, les sentiments qui peuvent être tels ou tels pour telle personne. Et c'est obligé. Enfin, bon, tant qu'on n'est pas éveillé, je pense qu'on est traversé par tout ça. Mais juste d'avoir ce recul... même éveillé, bon, des fois, on se surprend. Oui, je pense. Avec certains aléas de la vie, forcément. On est toujours ramené à notre particularité d'être humain, simplement. Et du coup, ça, c'est... Humilité, quoi. Voilà. Et on peut avoir un positionnement à choisir à chaque fois, et quand on le peut, parce que des fois, on est débordé. Mais pour des personnes qui se sentent déstabilisées, perturbées et tout ça, j'aurais envie de leur dire, de mon petit point de vue, essayez de cultiver cette harmonie. Ça ne veut pas dire continuer à rester dans des situations toxiques, oui, mais de pas être dans des ruptures. Faire rupture dans le sens, ça n'existe pas, et moi j'ai mon mandat, moi je vais là, mais ça n'existe plus. Tu vois, ça ne veut pas dire rester dans des situations, mais au niveau de l'esprit et du cœur et de la façon de... de percevoir l'ensemble, en fait. Je dirais ça. Alors moi, parfois dans ma vie, ça m'a amené à... je suis pas du tout du style à rester dans des situations destructrices. Par contre, j'essaye de toujours travailler sur mes réactions. C'est-à-dire, je les vis. Voilà, bah tiens, là j'ai telle réaction, ça me fait ça, je ressens tout ça, je pense ça, hein, et puis après je reviens dessus et je me dis bah voilà, là t'étais dans telle pensée, tel sentiment, et voilà, et de me dire mais en fait qu'est-ce que je veux cultiver dans mon esprit. Et je trouve, j'en parle là parce que je trouve que en tout cas moi ça m'a aidé, et je pense que des personnes qui peuvent se sentir déstabilisées ou perturbées, ça peut les apaiser. De se dire, ok, je fais tel choix, j'ai pris telle décision, c'est très bien, mais je vais le faire avec un esprit d'harmonie et d'inclusivité. J'ai toujours cette image de l'univers où toutes les parts de l'univers sont incluses dans l'univers et forment un tout. Et il n'y en a pas une part qui est exclue et qui est ailleurs. Ouais. Tout est imbriqué. Oui, c'est sûr. Merci à toi, Aurélie. Merci beaucoup, Benjamin.